on n'est pas loin de la fin et on est dans notre chapitre plus d'images. Qu'est-ce qu'on va regarder de passionnant qui est un lien avec hier, c'est-à-dire cette idée de créer des situations qui vont solliciter le spectateur, lui faire découvrir autrement l'art qui est devant lui ou l'art dans lequel il est. Et on va parler de fête foraine. Et ce qui est derrière moi en fond visuel, c'est une inspiration de la fête foraine et c'est le grand escalator de Beaubourg, qui est l'architecture exactement inspirée de ces villes événements qu'on va examiner et ça nous permettra de faire une petite balade bonus à la fin dans Évry, ce que j'organise très souvent, vous n'avez qu'à venir en vrai, ça vous dégourdira les pinceaux quand on aura le droit, sur une suite d'histoires de l'architecture. On peut découvrir l'architecture d'une façon très simple en se baladant dans une ville nouvelle qui a 50 ans à peine. Nous allons parler d'architecture moderne un instant pour regarder comment la forme est importante. Et par comparaison, nous allons découvrir comment les architectes des années 60 et 70 vont, vous voyez le petit titre de mon dossier, composition par collage, et créer des situations urbaines. C'est-à-dire que l'architecture, ce sont les pleins, l'urbanisme, ce sont les vides entre. Quand une ville nouvelle se construit, elle construit autant les vides que les pleins. Quand une ville ancienne comme Paris se construit, le vide, entre guillemets, l'intervalle des rues est déjà très constitué. Il s'agit d'intervenir sur des petits morceaux. Dessiner un vide, c'est une façon de créer une situation qui ressemble à ce que les situationnistes cherchaient à retrouver et créer une situation urbaine en s'inspirant par exemple de la fête foraine, c'est-à-dire d'une ville qui te sollicite, qui soit comme un événement tout le temps. Ça va être une des grilles de lecture du jour. Alors, un tout petit retour en arrière qui va vous rappeler, il y a 10 jours, déjà que cette merveille de Jacques Lucan a écrit sur l'architecture d'après la guerre, et que vous pouvez lire quelque chose comme ça, que le grand Prouvé est non seulement un architecte remarquable des années 30, jusque dans les années... il va être dans le jury, et c'est grâce à lui qu'on a cette architecture de Beaubourg. Posez-vous une question intéressante. Où y a-t-il de l'architecture de métal comme Prouvé l'a développé dans les années 30? Si on va vite, je dirais qu'il y a du lobby de béton et il est bon. C'est parce que Jean Prouvé est dans le jury du concours international du Centre Pompidou que nous aurons une merveille d'architecture de métal. Sinon, c'est plutôt une tradition anglaise, anglo-saxonne. Et dans les deux qui construiront le lieu, il y a Richard Rogers qui est anglais, inspiré par Archigram, par les collages de Richard Hamilton, si on va un peu vite, de Archizoom, tous ces groupes qui s'amusaient à construire en collant. Le petit retour en arrière, c'est qu'on a une architecture de métal qui existe, une architecture d'urgence, stations-service Jean Prouvé, qui aujourd'hui sont préservées et sauvegardées. Et les clins d'œil que je ferai par moment, c'est aussi des choses qui existent encore dans l'Essonne et que vous pouvez aller voir en vrai. Ça, c'est une reconstitution à Nantes d'une station Prouvé. C'était pendant le 2011. Par contre, des stations-service comme celle-ci, je dirais bien qu'il y en a une à Draveil, qui marche toujours, c'est-à-dire du préfabriqué métallique qui permet de faire quelque chose de très simple. L'intérieur est circulaire autour d'un axe de distribution des réseaux et monté sans structure souterraine, puisque c'est autoportant, comme une niche, en fait, on peut la poser et on peut donc ajouter avec des systèmes de poteaux-poutres des choses très très simples. C'est pas elle qui va gagner sur nos années 30 à 70, en France en tout cas. C'est quelque chose qui s'associe au béton et qui va être du côté de la forme en fait. Voici d'une chaise en kit Ikea des années 50, le plastique, le béton à avoir avec le plastique, c'est la plasticité, le fait de pouvoir faire des formes. C'est comme une pâte à crêpes qu'on coule et qu'on va pouvoir dessiner comme on veut quand on l'a armée. Alors, fastoche à dire, mais Lionel Shine va faire des maisons en plastique, on va avoir des objets transportables en plastique. Celui-ci vient de Tokyo. C'est une radio Sony, puisque la fabrication d'outils et d'objets de la vie de tous les jours pour les médias passe par le Japon et l'Asie. À un moment donné, on est dans la création de ces années 50 des amorces de jeux vidéo. Ce sont des jeux interactifs en carton, mais sur lesquels il va y avoir des cibles, sur lesquelles on peut jouer et faire réagir le reste. Et puis, par exemple, dans le parc Disneyland, dont je vais reparler juste après, il y a par exemple la Maison du Futur, qui est en plastique.
on a une espèce de fascination de ces 30 glorieuses, on l'a beaucoup dit, de créer des choses nouvelles, de créer pour l'avenir ou pour le futur, de cette fascination de la science-fiction et du monde de demain, en s'appuyant sur des matériaux nouveaux, mais là où je vais en venir, en s'appuyant sur des formes. On a une architecture qui a énormément de formes très élégantes, très dessinées, dans cette construction autoportante de Buckminster Fuller, qui est prof, voilà, qui s'intéresse à des formes autoportées, qui pourraient tenir par elles-mêmes, qui va intervenir au Black Mountain College et qui va réaliser ce qui est ici le pavillon de 67 de l'Expo de Montréal, qui est devenu une sorte d'étude aujourd'hui, il me semble, de biodiversité à l'intérieur d'un lieu clos. Toute cette architecture-là d'alternative dans le plastique, dans l'autoportant métallique, reste une architecture de forme. Et ce que je voudrais montrer, c'est qu'en partant de cette architecture de forme, on est encore très lié à une histoire du béton. C'est très beau, hein, dôme géodésique qui pourrait... c'est le pavillon américain, bien sûr, qui, si je ne dis pas de bêtises, est toujours en place. C'est plutôt le béton qui gagne en France. Et en effet, il faudrait refaire tous les épisodes. J'ai tendance à m'appuyer sur une histoire de l'art qui part du centre de l'Europe et de la France pour faire connaître des choses qui sont proches de nous et voir comment elles ont dialogué avec autre chose. Mais on pourrait faire une toute autre histoire de l'art dans ce récit éclaté en ne centrant pas sur la France. Voici Le Havre, détruite, reconstruite en 1945, longtemps regardée comme très très moche, et aujourd'hui regardée très très moche comme système de reproduction de l'identique presque. Là, on a un système de division des rues orthogonales, un plan très fonctionnel, avec du béton qui assemble les éléments, et puis des systèmes de répétition. Et tout le jeu d'Auguste Perret va être justement de varier la répétition avec des étages plus ou moins hauts, avec des jeux de décalage des matériaux, de couleurs, de coloration, avec un budget limité en un sens. Et il me semble que de ce point de vue-là, c'est assez réussi. J'avais montré aussi que Brouwer fabrique ce grand palais de l'UNESCO, mais que finalement, il y a un jeu entre cette entrée avec cette forme projetée comme au CNIT, c'est pas Brouwer, Zerfus, et ce jeu de déséquilibre de Calder de cette œuvre ouverte qui peut tourner. Mais les deux, c'est cette photo qui m'intéressait, les deux sont des jeux de forme, en fait, de jeux de plein de vide qui marquent l'histoire de l'architecture. Voilà l'intérieur du Zerfus. Et dans cette reconstruction, on a mis de côté, et je vais vous montrer des choses qui passent pour tout à fait horribles, mais comment l'histoire de l'architecture ne peut pas s'intéresser à des bâtiments, à partir de quand ça serait dans l'art, à partir de quand ça n'y serait pas, c'est bien notre sujet du jour. Pas d'images, des choses qui sont disparues des radars ou des choses qui formellement ont vieilli ou se sont transformées. Et dans la réponse à cette architecture du trop visible dont parlait Paul Virilio dans l'épisode sur l'architecture comme expérience, on peut penser une architecture de l'expérience, justement, de comment on vit dedans. Voilà, reconstruction d'unités d'habitation à Marseille par Le Corbusier, toute une astuce de bricolo pour rendre. On peut le regarder de cette façon-là et c'est le plus intéressant. Comment rendre pas chiant un truc qui a très peu de possibilités de variation? Jeu de couleurs, jeu de rythme, jeu traversant, jeu de pilotis pour éviter que ça fasse une grosse patate. Voilà. Tout ça, ben, ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Sarcelles, construite en 20 ans de 55 à 75, on a 12 368 logements. Donc un système, on appelle ça un chemin de grue, c'est-à-dire on colle une grue, puis on coule des bâtiments, et puis on avance. Le travail formel est limité. On peut, c'est pas une plaisanterie, il ne s'agit pas, j'entends souvent ça, les architectes n'habitent pas dans les lieux qu'ils ont construits, alors c'était évident puisqu'ils ne peuvent pas habiter partout. Et il faut se rappeler que ça a deux vertus à un moment donné quand c'est construit. C'est à la fois celle de la nouveauté et de la modernité, et cette idéologie que j'essaye de décrire, et celle de la grille, c'est-à-dire du jeu de répétition qui fait une sorte de scène américaine avant tout le monde. De l'autre côté, il faut aussi être juste en voyant que quand ça s'est construit déjà, on savait que c'était du point de vue urbain, c'est-à-dire pas les pleins mais les vides, horrible et que ça vivrait assez mal. Puisqu'on a fonctionnalisé la vie des gens, en fait. On s'est dit, tiens, manger, travailler, circuler, habiter, pof, 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 on coche toutes les cases, tout le monde circule et ça va bien. C'est-à-dire la diversité urbaine, ce qui fait la vie, qui fait que je m'arrête sur le chemin pour discuter avec quelqu'un, pour faire un détour. Ce que je ferais dans Paris, par exemple, si je me balade et que je fais un crochet exprès pour voir quelque chose qui me plaît. Cette diversité urbaine, on n'a pas pensé
à la fabriquer. Si on est gentil, c'est parce qu'on était pressé et qu'il fallait beaucoup reconstruire, et qu'il y avait une guerre, des changements de fin de colonie avec des gens qui revenaient en France et qu'il fallait construire beaucoup. Si on n'est pas gentil, c'est aussi parce qu'on avait une conception de l'humain et de la classe populaire qui n'était pas non plus très capable de voir la diversité. Voilà, c'est très beau formellement, mais ça n'est que formel. Et 12 000 logements, ça suppose aussi quelque chose de très, très structuré. Même chose à la Cité des 4000, dont le nom vous suffit à dire à quel point il y a du monde. Et il suffit aussi, et c'est une référence inattendue, d'écouter le merveilleux Marc Perron, l'accordéoniste, qui a grandi dans cette cité, pour savoir à quel point ce mélange humain de nationalité, lui qui venait d'Italie, a été d'une richesse invraisemblable, qui lui a beaucoup plu. Effectivement, les humains n'ont pas été pris en compte avant et donc ont valorisé quelque chose qui n'était pas. Ça peut suffire. Qu'est-ce qui est au cœur de ça? Je vais appeler ça idéologie, cette idée de la forme nouvelle, une forme tracée, dessinée, qui ferait, qui incarnerait la modernité. Ce qu'on va perdre à la fin de cet épisode. Voilà, Bruxelles 58, c'est le jeu de tout. Bah, d'ailleurs, le symbole, c'est l'étoile, la lune, l'atome qui est dans le fond. Voilà le pavillon de l'Union soviétique, ça s'appelle encore comme ça. On peut circuler, montrer les prouesses techniques d'une expo universelle, circuler comme dans une fête foraine, et le symbole qu'on peut toujours visiter, qui est une petite merveille si vous allez à Bruxelles, l'atomium, le symbole de la nouveauté et de la fin de tous nos soucis, plus de problèmes médicaux, plus de problèmes de nourriture. Moi qui fus petit dans ces années-là, ça nous faisait rêver de manger, on était petits, les grands qui sont devant moi ne seraient peut-être pas d'accord, mais manger un comprimé et remplacer le repas par ça, on trouvait ça génial de manger comme des cosmonautes. Ça nous plaisait plutôt. Cette idée de forme, elle est très très présente dans toute cette architecture. Voilà, Brasilia, le travail des brutalistes dont j'ai parlé de Smithson, qu'on retrouve dans ce petit livre merveilleux où le béton va être assumé comme tel, mais qui va nous montrer des formes quelquefois où le jeu formel va devenir très très élaboré. J'en profite pour faire un petit crochet sur la sculpture, et il n'y a pas que Henry Moore dans la vie, il y a cette merveilleuse artiste qui est Martha Pan, qui fut la compagne de Voganski, l'adjoint de Le Corbusier, et qui joue de formes assez, de biomorphes, formes assez travaillées en bois, en polystyrène, d'équilibre, ça s'est posé de cette façon-là, et donc d'instabilité, de jeu de présence comme le Frécalder, quelquefois en plastique, de formes qui sont assez belles, assez épurées, flottantes, voilà, d'architecture, de sculpture qui jouent avec l'environnement. Le jeu formel peut être une façon de regarder comment les choses vont réagir à ce qui est autour. Le code de couleur. Si vous allez à Saint-Quentin-en-Yvelines, vous connaissez ces petits anneaux qui s'enchevêtrent. Et si vous faites du jogging autour du lac de Courcouronnes, vous reconnaissez ce diapason qui est de Martha Pan. Peut-être pas au meilleur endroit pour jouer son rôle de signal, ce qui est son titre. Martha Pan, c'est un jeu de forme. Et on est très, très marqué en Europe, aux États-Unis, par cette construction. Le béton pousse à ça. Voilà, Martha Pan, dans sa maison de Saint-Rémy-les-Chevreuses, qui a été bâtie par Woganski, d'intervention urbaine à Brest. Et c'est l'occasion de dire que la sculpture va beaucoup, dans cette époque de reconstruction, intervenir en art public. Dans les années 30, le Front populaire a lancé ça comme lieu d'éducation populaire dans les rues, ce qui est une très bonne idée, qu'on va retrouver dans nos villes nouvelles au moment de leur construction dans les années 70. Et donc présent dans beaucoup de villes pour tous ces artistes de la forme à qui on va commander beaucoup de choses. On pourrait faire une histoire des œuvres d'art public dans les villes, rien que de cette façon-là. Pour finir la fin de mon chapitre formel, vous connaissez sans doute le stade olympique de Tanguay au Japon, le même japonais qui fabrique des éléments formels. Cette école de la forme et du béton se retrouve aussi aujourd'hui avec Alvaro Siza, Souto de Moura, les architectes portugais. On appelle ça une sorte de post-Le Corbusier formel. Un jeu que le béton permet d'élasticité, même si ici, Autofrail, c'est plutôt une résille vous voyez, tendue, comme le seront les premiers zéniths dans les années 80, qui fait que quand on est à l'intérieur, on a une espèce d'objet fascinant, mais de la forme. Et pour finir, moi j'aime bien, ça fait toujours sursauter tout le monde, nos célèbres choux de Créteil,
qui sont un jeu sur un bâtiment qui est une tour, qui n'est pas rectangulaire, c'est un cylindre, un jeu de forme qui va créer une espèce d'écriture très curieuse, en fait, et donc d'accidents visuels. Rappelons-nous quand même qu'on fabrique des grands ensembles et que ça, c'est quand même déjà très différent. Et pour ceux qui seraient tentés de me dire que c'est devenu tout pourri, l'équilibre social, ce n'est pas l'architecte qui le fabrique. Et c'est aussi une histoire de notre société. Alors, l'articulation société-architecture, c'est un sujet passionnant qui montre que l'art n'est pas fait que pour faire des formes, justement, c'est bien le sujet. On finit avec Nervi dans les années 70, donc cette architecture formelle est très très longtemps présente. Composée par collage. On revient à notre situation et à nos situationnistes. Il y a deux artistes dont je parlerai peu, qui ont une importance énorme, puisqu'on ne peut pas tout dire. C'est Lucio Fontana, qui le premier va faire un geste très radical. Il est à deux doigts de commencer. Il prend une toile, ce qui jusqu'à présent pouvait bien se passer. On faisait encore ça depuis longtemps. On y collait des trucs en relief, comme Bob Rauschenberg, des choses qui dégoulinent, des choses qui se voient dans tous les sens. On les expose à plat. Non, qu'est-ce que fait Fontana? Il fait ça. C'est-à-dire un coup de cutter dedans, qu'il appelle intervention spatiale, ambiance. C'est-à-dire que quand on est face à une fente, c'est à la fois le degré zéro de la création, c'est même un acte de destruction, parce qu'une toile, il ne faut pas la crever du tout. C'est à la fois le début d'un dessin, c'est-à-dire rien de plus qu'une ligne qui va en s'évasant, qui fait que quand elle est toute seule, elle est pas du tout, elle n'a pas le même effet sur le spectateur que quand il y en a plusieurs, quand les toiles sont colorées, parce que Fontana a fait beaucoup de choses très différentes, il les a percées, il les a brûlées. Et s'il parle d'ambiance spatiale, c'est parce que le rôle du spectateur va être tout aussi important quand il découvre ce petit sacrilège. Son équivalent ou son jumeau, dont je ne pourrais pas parler beaucoup, mais dont l'exposition ici m'intéresse, il s'appelle Yves Klein. Il va avoir l'idée, c'est une pure provocation, mais qui va dans cette idée de fabriquer une ambiance ou une situation. Il va créer chez Inès Claire une exposition qui s'appelle Le Vide. Tout le monde reçoit un petit carton d'invitation. L'authenticité du tableau, sa véritable essence se situe au-delà du visible dans la sensibilité picturale perçue comme matière première de l'énergie. Tout le monde peut venir pour découvrir cela dans la galerie. Ce qu'il y a dans la galerie, c'est ça. C'est évidemment rien du tout. Et par contre, tout le processus qui consiste à inviter tout le monde, à se dire qu'est-ce que c'est que ce truc, j'y vais, qu'est-ce que c'est que ce théâtre, qu'est-ce que c'est que ce jeu théâtral, ça intéresse beaucoup les nouveaux réalistes, dont Klein, mais il s'intéresse aussi pas mal à la philosophie asiatique et à ce rapport au vide. Il ne s'agit pas pour moi de développer, ça serait un peu long, puisque je dirais, pour faire court, qu'il y a à la fois de la provocation pure et simple, puisque c'est Armand qui, 2 ans plus tard, fera une expo qui s'appellera Le Plein, et elle sera tellement remplie d'objets qu'on ne pourra pas y entrer. Le Klein, ici, fait un vernissage avec carton dans lequel il y aura des verres avec rien dedans. Tout est une sorte de jeu, de mime, de détournement de toute la procédure de ce qu'est l'art, et en même temps une réflexion sur le fait que les monochromes, ce qui l'a rendu célèbre tout bleu, pourraient aller plus loin en étant des espaces dans lesquels on pourrait vivre. Dans les deux cas, pour Fontana comme pour Klein, il s'agit de penser comment l'espace qui est autour va interagir avec l'œuvre. Les situationnistes dont j'ai parlé hier, je n'ai pas eu le temps de montrer, il y en avait pas mal quand même. Franchement, parler, le travail ne nous intéresse pas. Une remarque tout à fait sympathique. Jouissez sans entrave, voilà un programme politique qui n'est pas si facile que ça à appliquer. Les sportifs et les stars ne nous regardent pas, rendons-leur l'appareil pour voir qui les fait vivre. Toute cette interrogation, ce n'est pas rien. Ce n'est pas juste de la moquerie, ce n'est pas juste du scandale. Et j'ai oublié de vous montrer, c'était très important. J'ai parlé un petit peu de l'engagement vis-à-vis de cette guerre d'Algérie. Les situationnistes sont très, très politisés et le fait de mettre des tags, de mettre des graffitis, ce qui se ferait si on a une histoire de l'art qui continuera après les années 70, pas celle-ci, ce que serait l'art contemporain et son dépassement, l'idée du graffiti est tout à fait politisée au début, il a disparu dans le street art. Cette dérive, cette situation a en commun, organisée par Debord, cette idée de psychogéographie, en commun avec Asger Jorn,
l'idée de créer des ambiances, de chercher comment on pourrait fabriquer des éléments qui seraient des constructions les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire coller des bouts les uns par rapport aux autres de cartes. J'ai dit que c'était une façon de montrer ce qu'on aime dans la ville et comment on peut la montrer, mais par le collage, par l'assemblage, inventer une façon de construire l'œuvre par approximation, en fait, petit bout par petit bout, on va construire quelque chose qui va, ça s'appelle New Babylon, c'est une sorte de projet qui a pris toute la vie à Constant, et tout un système qui va passionner beaucoup les architectes autour de lui. Et cette façon c'est la transition que je voudrais rendre sensible. Suivez bien, on laisse les formalistes du béton, on va à l'autre bout arriver chez des architectes qui sont inspirés de la fête foraine et de l'événement permanent. Il faut que le bâtiment soit avant tout une expérience à vivre. Et ce que je vais vous montrer là, c'est l'entre-deux. Comment, à l'intérieur d'un programme très fixe, les architectes vont essayer de fabriquer de l'aléatoire, en fait. Vous allez connaître les villes et les lieux que je vais vous montrer, mais c'est intéressant de voir comment, pour faire vite, la Grande Borgne à Grigny, le Mirail à Toulouse, comment l'idée de fabriquer des sortes d'effets multiples pour créer de la disparité dans ce qui est autour de nous. Yona Friedman est un de ces architectes qui va, je ne montrerai pas de choses construites, mais plutôt la façon dont il résonne et dont le dessin va faire partie, je l'ai déjà montré, des projets architecturaux, c'est-à-dire comment on peut prendre une photo existante, comment on peut proposer un projet de ville au-dessus de la voie ferrée, et comment ce projet peut être une sorte de construction de ville qui serait à plusieurs vitesses. On aurait la circulation en dessous, les piétons au-dessus sur une dalle, et là on voit comment cette mode de la dalle va sortir des années 60. Vous la connaissez la plus à la Défense, hein, pour ceux qui sont plutôt casse-dalle, la Défense, ça marche pas mal. C'est quand même un gigantesque courant d'air, on est d'accord. Et ceux qui pensent que c'est plutôt dangereux ne se rappelleront pas pour celle d'Evry, celle qui sort du théâtre de l'Agora. On est une dalle, on circule jusqu'à la gare sans croiser une voiture. Voilà, je pense qu'ici, elle est réussie et que sur le parc aux Lièvres, elle est coupée de tout, hors de tout, et donc elle ne fonctionne pas. Mais il faut se rappeler quand même que ceux qui pensaient cette séparation de la circulation sont encore dans la logique de Le Corbusier, la charte d'Athènes, séparer, circuler, manger, travailler, habiter, et que l'idée, c'est d'essayer de faire évoluer par un principe de collage et d'assemblage, de rendre plus intéressant une ville qui serait linéaire et d'un seul tenant, comme celle des 4000, en fait. Celui qui est le plus doué sur ça, c'est mon chouchou, c'est Claude Parent, qui est un merveilleux dessinateur et que nous avons déjà entendu en train de causer où monsieur Éric Romer, dans ce merveilleux film, le voici avec sa veste, en haut de Rissorangis, sur le chantier. Attention, les logements des hameaux de la Roche sont là. Salut les hameaux. Il est autour d'une table avec Paul Virilio, l'architecte, le philosophe brillant. Voilà, les deux historiens de l'art. Voilà le Paul Virilio qui n'est pas si commode quand il s'y met, qui nous expliquait, la première fois que j'ai montré cet extrait, comment cette architecture de verre était une architecture de visibilité et qu'il critiquait, que pour lui, elle n'avait aucun avenir. Et j'aimerais qu'il nous décrive une petite histoire tout à fait mignonne de l'architecture et du lien du vertical à l'horizontal. Posant de façon considérable dans ce qu'on appelle de façon très large, ce mot si mal connu, les infrastructures. Oui, oui, et alors là, je crois qu'on pourrait un peu faire un petit rappel historique. On peut dire qu'il y a une actualité des éléments architectoniques. On peut dire, par exemple, dans le passé, disons dans l'Antiquité, on a mis en valeur les porteurs. Et puis ensuite, en simplifiant beaucoup, on a mis en valeur au Moyen-Âge le toit. Les porteurs, ce sont les colonnes. Il est en train de faire une histoire de l'architecture en 4 phrases sur quel est l'élément valorisé dans l'architecture. Colonnade à l'époque grecque, toit à l'époque moyenâgeuse. Et puis ensuite, à l'âge classique et au XVIIIe siècle, on a mis en valeur la façade. Eh bien, je crois que notre époque mettra en valeur l'infrastructure, c'est-à-dire le plancher, le support, le niveau. Et je crois que là, le béton a un grand rôle à jouer, justement parce qu'il est porteur et parce qu'il est franchissant. Oui, c'est ça, vous voyez. Oui.
C'est ça. On a un des caractères essentiels du béton armé, c'est l'emploi du porte-à-faux, c'est le franchissement. Au stade de la poutre, comme au stade de l'immense ouvrage d'art, le pont, le béton, par l'emploi, la projection dans l'espace de ce qu'on appelle le porte-à-faux, le truc qui porte à faux, comme ça, est en franchissement. Alors, il faut se servir de cette spécificité-là dans la ville. Vous voyez, c'est pour ça que le problème de la tour ne se pose plus. Il y a une sorte de prémonition dans le béton armé qui indique qu'avec ce matériau-là, on va pouvoir complètement modifier les structures spatiales urbaines. Vous voyez comment déjà un architecte pense, et même en binôme avec un philosophe, et comment on peut avoir une conception du vertical, de l'horizontal, c'est au cœur de leur travail, qu'est-ce qui soutient, qu'est-ce qui porte, comment on peut enjamber quelque chose, et comment ça a une signification en fait, comment ça va changer la façon de construire, le rapport au terrain, le rapport à la surface. Et voici, même s'ils font un peu peur, ils n'ont pas été réalisés, les dessins qui sont assez merveilleux de Claude Parent. Complètement. On va les faire en franchissement au lieu d'être en statique. Oui, mais vous prononcez... Voilà. Ce qui m'intéresse chez Claude Parent, c'est cette idée complètement folle qu'il expose dans ce petit livre Le plan oblique, cette idée que la vie d'aujourd'hui, la vie moderne, supposerait de s'intéresser à l'oblique et non plus à l'horizontal. Voilà, on peut avoir un espace qui monte doucement, qui nous fait ralentir parce qu'il ne faut pas monter trop vite. On peut avoir des pentes douces de ce type-là, selon l'angle. On peut avoir à l'intérieur même des logements des jeux de décalage de cette façon-là. Et pour ceux qui seraient déjà pas très ouverts, je signalerais que c'est exactement comme ça qu'est fait le parvis devant Beaubourg. Et vu la quantité de drague au mètre cube devant Beaubourg, on voit à quel point cette idée de penser un plan incliné, comme c'est le cas du patio de Sienne, peut devenir un élément urbain tout à fait passionnant, une façon de vivre l'espace autrement, avec presque pas d'architecture. À l'intérieur de la maison, on peut avoir des mobiliers qui viennent des décochements eux-mêmes. J'en ai profité parce que je suis gourmand pour vous montrer des petits dessins de Claude Parent qui sont faits au feutre. C'est des dessins qui sont merveilleux qu'on voit à la Cité de l'Architecture ou dans la collection du Centre d'art d'Orléans, qui est spécialisé dans le dessin d'architecture. Voilà, comment on peut fabriquer, vous voyez, les ondes deviennent des vagues et on pourrait, en trichant à peine, il n'y a pas de lien, c'est moi qui le fais, avec le rythme de l'escalator de Beaubourg. Comment on peut simplifier, non plus être seulement dans la forme, puisqu'elle est très belle, hein, je suis en train de dire du bien de ces dessins, c'est quand même formellement que c'est intéressant. Par contre, ce qui est important à préciser sur le commentaire de ces dessins, vous voyez, c'est une vue d'en dessous, c'est-à-dire on est sous un bâtiment, ce sont des humains, donc ça serait immensément grand et écrasant en béton, mais il est en train de regarder comme un cinéaste, c'est-à-dire non plus un plan vu du dessus, mais comment l'effet se produirait sur le spectateur. Comment les éléments ici aussi, comment les éléments vont agir sur nous. C'est-à-dire, il ne s'agit pas seulement de regarder la forme, même si ces dessins formellement sont très beaux, on dirait des dessins de science-fiction, on dirait des sortes d'inventions formelles énormes, mais l'architecture est toujours pensée comme une expérience, comme quelque chose qui nous arrive sur le dos. Et voici mon chouchou qui est au hameau de la Roche, en haut de Rissorangis, c'est-à-dire, tu arrives ici en voiture pour te garer et évidemment inspiré de l'architecture des bunkers, un truc qui a l'air d'un gros bloc de béton tout moche, j'ai bien compris. Par contre, comme tu arrives pour consommer, tu es un peu en haut et ici, doucement, ça descend pour t'emmener vers le magasin. C'est-à-dire, le jeu de pente est continuellement une façon de questionner l'architecture, ou dit autrement, l'architecture questionne celui qui pratique. Voilà la petite maison oblique qu'a construite dans les années 60 Claude Parent. Cette idée d'architecture par l'ambiance va se retrouver chez beaucoup d'architectes. Et maintenant, j'ai tout l'ensemble de ma construction. On sort de la forme et on va chercher une architecture. Celle-là est faite par un designer tout à fait célèbre qui s'appelle Werner Pantone. Et ce que vous avez là, c'est un salon qui est composé de chaises comme celle-ci. Vous voyez, il y a des chaises à 2 hauteurs. On les range comme ça, mais on les décale. Et on peut, de cette façon-là, fabriquer un espace modulable, donc qui dépend de l'utilisation que tu en as, de comment tu vas mettre un truc devant un autre, comment tu as envie d'être avec une copine dans un coin isolé des autres, et comment ces éléments-là peuvent servir de protection même. Comment le jeu de lumière, de couleurs fait que, quel que soit l'endroit où tu te places,
c'est là qu'il y a un lien avec Fontana et Yves Klein, c'est-à-dire que l'espace, l'ambiance, la situation participent à la réflexion de l'architecte. Et j'en viens à un autre que je vous avais fait écouter, le merveilleux poète, philosophe qui s'appelle Gaston Bachelard, interviewé, c'est assez rare, Gaston Bachelard, pour la radio. interrogé par Paul Chavas, c'était en 1959 sur les ondes de la radiodiffusion française. Et c'est l'espace. Ce n'est même pas l'espace, si vous voulez, des grands philosophes à la Malebranche qui nous parlent d'espace intelligible, des infinis. Gaston Bachelard est en train de parler d'un livre qui vient de sortir dans les années juste après la guerre, qui s'appelle Poétique de l'espace. C'est-à-dire comment, et c'est là où il est très innovant et il va parler à beaucoup d'architectes, comment on pourrait concevoir l'espace par l'effet poétique qu'il fabrique sur nous. Il va donner des tas d'exemples tout à fait concrets, terre à terre, et qui sont merveilleux. Il est en train de dire que c'est un livre plutôt de poète que de philosophe, parce que les grands espaces infinis de Malebranche ne l'intéressent pas. Je ne vis pas dans l'infini, car dans l'infini, on n'est pas chez soi. J'ai fait, si vous voulez, mon enquête pour montrer que les espaces, enfin la poétique de l'espace, est une poétique de l'habitation heureuse. C'est un livre optimiste. Par exemple, je vois dans quelques-uns de vos titres Maison Univers, le tiroir, coffres et armoires, nid, la coquille. Oui, mais vous lisez la table de matière à l'envers. Non, j'ai commencé par le commencement. J'ai commencé par montrer que la maison, la maison c'est trop grand, c'est pas. La chambre était, si vous voulez, quasiment un corps. Presque un corps maternel qui nous reçoit la nuit. Et alors, par conséquent, j'ai regardé, si vous voulez, enfin, la poésie du repos. En sous-titre, j'aurais dû mettre, n'est-ce pas, l'espace heureux, c'est l'espace où l'on se repose. Alors, c'est par la maison que j'ai commencé. Intéressant, l'espace heureux, c'est l'espace où on se repose. Puis la maison, j'ai dit toutes ses puissances. Il y a des pages sur la cave et sur le grenier. J'ai montré que l'homme qui va au grenier est un homme plus solitaire. Un enfant va bouder dans le grenier. Hein? Vous n'avez jamais fait cela ? Avez-vous eu un grenier dans votre vie ? Bien sûr, heureusement. Bon, heureusement. Et les femmes ne vont pas à la cave de mon pays. Vous alliez à la cave ? Eh bien voilà, par conséquent, vous voyez... Les femmes ne vont pas à la cave dans mon pays. Il est en train de dire, et ça c'est tout à fait passionnant, qu'il y a des traditions liées aux usages de la maison. Au fait qu'il y a des endroits où on peut aller, d'autres pas aller. Et donc cette observation, cette réflexion sur la poétique de l'espace, c'est une façon tout à fait nouvelle de regarder l'espace. Et en effet, l'architecture est là pour être traversée, habitée, et non pas seulement vue. Voilà la maison qui est caractérisée d'une façon extrêmement sensible. Alors une fois que j'ai fait la maison, ça allait tout seul. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir ? Alors le nid, c'est une maison. Il parle du nid, il parle de la façon dont on assemble tout cela. Je voulais finir cette partie d'architecture par le collage et pas finir tout à fait l'épisode, puisqu'il faut trouver et voir comment des architectes vont créer des espaces. Le Mirail, qui est une construction immense qui prend 3 quartiers et quasiment 20 ans à faire à Toulouse, comment cette architecture qui est redoutablement lourde et qui aujourd'hui paraît invivable, eh bien c'est ce type de plan qui le montre. Quand on voit ce que Sarcelles, la cité des 4000, il y a l'idée, elle peut ne pas vous satisfaire, elle peut paraître criminelle, de penser des espaces de quartier à un moment donné, une déambulation pour à l'intérieur de ça circuler, et des accidents. Voilà un système on a appelé ça l'architecture métabolique, c'est-à-dire un système de collage d'un bout, plus un bout, plus un bout, plus un bout. Le système des fonctions qu'avait décrit Le Corbusier et la Charte d'Athènes, ils essayent d'en jouer pour le décaler. Et c'est pour ça que je dis du bien de Grigny. C'est-à-dire que cette grande construction de 3600 logements par Émile Aillot, elle est tout sauf un grand ensemble. Elle cherche par le non rectiligne
de créer des courets, de créer des nids, de créer des lieux de jeu pour les enfants. Et ce n'est pas seulement une rigolade d'artistes. D'ailleurs, les artistes sont très associés à cet endroit-là. On a le système de circulation en voiture d'un côté, le système de courets avec œuvres d'art et couleurs qui permettent d'identifier l'endroit de ton quartier, l'endroit de ta place. Et c'est tout simple. La limite de cette construction-là, elle n'est pas dans sa dimension. Aujourd'hui, on construit plutôt 30 logements que 3000, évidemment, et encore 30, c'est presque beaucoup. Une des difficultés de Grigny, de ce que j'en comprends, c'est évidemment la distance au travail, la place des équipements qui a mis du temps à arriver, puisqu'on a construit plutôt quelque chose pour y dormir. Voilà le petit plus de l'histoire d'Évry, c'est-à-dire les villes nouvelles veulent réunir de l'habitat, du travail et de l'école au même endroit. Mais il me semble important d'avoir l'honnêteté de dire que ce n'est pas du tout un grand ensemble que de fabriquer des choses comme ça. Et pas seulement une espèce de fantaisie d'artistes, de couleurs, d'œuvres d'art, quelquefois très célèbres dans ceux qui ont voulu participer à cette utopie de courets qui ont urbainement bien fonctionné. Et dans la rénovation et l'appui sur le street art aujourd'hui sont en complet transformation, puisque le bus traverse la grande borne. Cet exemple-là me sert de transition pour finir. Comment créer une situation urbaine, c'est-à-dire comment s'appuyer sur le modèle de la fête foraine. On est dans la première fête foraine en dur à Tivoli Garden au Danemark. Comment, en 1840, en 1850, le principe des expositions universelles éphémères, le Crystal Palace, c'était 1850 tout en verre et métal. Comment la Tour Eiffel, qui est la seule qui restera de 1889 autour de l'électricité, fabrique de l'événement une ville éphémère dans laquelle on pourra flâner, se déplacer et où chaque moment, là on est à Coney Island, la merveilleuse chantée par Lou Reed, comment dès 1903, elle est en dur, elle est toujours debout encore, comment le principe d'une fête foraine, c'est celle d'une rue centrale qui va être toujours une occasion de regarder à droite, à gauche, les gens, s'arrêter pour voir passer les gens, jouer, dépenser son argent. Le modèle du centre commercial, le modèle du centre Beaubourg. On peut faire un petit clin d'œil parce que c'est 55, comment ce monsieur tout à fait talentueux et autoritaire, regardez le documentaire de 2 fois 2 heures sur Arte, va penser la totalité d'une ville. Une ville où on pourrait jouer, mais une ville où on pourrait travailler, on pourrait circuler, on pourrait à l'intérieur de cet endroit-là, comme dans nulle part, une ville préservée de tous les problèmes. C'est un fantasme formelle des années 50, mais celle d'une animation continue. Cette fascination va être étudiée, je sors de mes années 60, c'est 72, dans ce livre tout à fait passionnant de Venturi, Brown, sa femme, et Isnour, c'est-à-dire comment Las Vegas est le symbole pour eux. C'est tout à fait une provocation, parce que ça a l'air d'être l'anti-architecture absolue, comment la ville est devenue un événement et comment, par la recherche sur des images, le fait que les bâtiments sont plus des moyens de signalisation et de publicité que les images. Et quand vous voyez ce type d'exposition et la forme du livre, vous vous rappelez peut-être de ce que j'ai montré d'Ed Ruscha et des photographes qui se servent voilà, dans les rues suivantes. Quel est le panorama? Quel est le front d'un côté? De l'autre côté, quel est l'arrière? Comment on entre? Comment sont les toits? Un système de photos qui intéresse Rosalind Krauss quand elle parle du photographique, permet d'écrire des situations urbaines et d'étudier comment toutes ces choses-là nous parlent, comment elles viennent nous interpeller, comment on a des villes d'un certain type et comment finalement ce type de façade peut être, et Venturi et Scott y vont assez fort, ils vont comparer ce signal avec l'entrée d'une cathédrale gothique qui elle aussi est une façade sur la rue, et ils vont penser l'architecture comme une proposition vers le spectateur, comme quelque chose qui cherche à impressionner, à interpeller, et de ce point de vue-là, ils ont raison, c'est identique. Venturi va faire une architecture qui pourrait vous faire penser à l'architecture des années 80, c'est un jeu de collage, de décalage par rapport à la maison traditionnelle. On a les pentes du toit, mais on a des éléments de citation qui font qu'on ne sait plus très bien où on se trouve. On a un petit jeu qui montre que la fête foraine, ce n'est pas seulement marchand, c'est la merveille de construction par Dubuffet, fabriquer un bâtiment en vrai, en entier,
voilà l'échelle dans lequel la notion de sculpture, d'architecture, de peinture a disparu. Dubuffet pourrait être l'artiste du XXe siècle. Ça y est, ils sont 3 sur le podium. Comment on peut fabriquer des situations qui seraient impressionnantes, peut-être un peu effrayantes. On perd tout repère de qu'est-ce qui est haut, qu'est-ce qui est bas, qu'est-ce qui est dessus, dessous, et qu'est-ce qui est coloré ou pas. À visiter tout à côté de l'Essonne. Cette idée d'une ville-événement, d'un jeu de construction, de situation, c'est ce qu'on retrouvera, c'est mon épilogue à Beaubourg, et lors de l'inauguration de Beaubourg de 77, qui est dans le hall central, dans le forum, qui est le lieu où on peut tout voir, Tinguely, et ma photo est un peu petite, mais en 82, dans le forum, Evans de Merce-Cunningham. Ça commence à faire une boucle qui se boucle. Voilà, le jeu de manège, c'est que quand tu es dans la rue, tu regardes comme des fourmis les petits gens qui montent dedans, l'escalier est là pour montrer le spectacle, et quand tu es dans l'escalator, tu regardes les fourmis qui sont en bas. Voilà, comment ce jeu de décalage est au cœur de la construction architecturale. Mon épilogue d'aujourd'hui, il va me prendre pas longtemps, mais longtemps quand même. J'ai à peine débordé. C'est une petite balade dans Évry que je vous propose, et c'est une façon de jeter un œil, j'ai été vite et je suis passé au-dessus, dans ce qu'on va appeler le postmoderne. Le livre que voici, il est tout à fait copieux. Il est écrit par Paul Ardenne, et il va s'intéresser à l'art contemporain. Et j'y lis, page 27, on est presque dans l'introduction. La culture de l'âge contemporain est bien l'héritière du moderne. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, comment la transition s'est faite de l'un à l'autre. Et en architecture, par ce jeu de collage et de construction, par cette recherche d'ambiance, elle est en avance presque dans ce dépassement du moderne. Alors, Paul Ardenne résume, le contemporain est l'héritier du moderne en 2 choses. Le goût du changement et de la rupture, succession de mouvements artistiques voilà, l'un chasse l'autre. Deuxièmement, parce que l'art de l'âge contemporain, comme celui de la modernité, est un art en éveil, réfléchissant sur ses moyens, sur ses finalités, sur ses limites. Qu'il adopte ou non le faire, la compétence, l'artiste de l'âge contemporain réalise le programme de Duchamp, c'est-à-dire de refuser de n'être que rétinien, c'est-à-dire l'art contemporain ne veut pas être qu'un art de l'image. Et c'est ce que je viens d'essayer de montrer, même si on n'était pas dans les bâtiments. C'est un art du ressenti, en fait. Il ne s'agit plus d'être que visuel. Duchamp, un de ses programmes, c'était de supprimer cet art rétinien. La forme qu'il utilise pour imposer ses idées importe. C'est là où l'art contemporain reste un art de la forme, quand même. Cette forme, pour autant, n'en est pas moins assujettie au primat d'un maniement d'idées qui tend à amoindrir le rôle joué par le maniement des formes. Le contemporain, ce n'est pas que de la forme. Ce n'est pas un jeu formel. C'est pour ça ma première partie de la fin de cette histoire de l'architecture qui continue encore aujourd'hui. Et la question se posera, on la résoudra en se baladant. Est-ce que la cathédrale d'Évry, c'est à la fois un jeu formel et un jeu de décalage, de situation entre l'entrée, la descente, le fait d'être dans l'axe central? Paul Ardenne continue et termine. La culture esthétique de l'âge contemporain se distingue par sa nature, et le mot tabou jusque-là arrive, sa nature postmoderne. Et là, j'aurais de quoi faire 150 000 heures pour essayer d'expliquer ce qu'est le postmoderne. Si on va vite, c'est ce qui supprime la modernité, notre histoire, mais ça va être aussi un courant particulier. Je vous en donne un petit aperçu. Culture venue après l'âge moderne, débitrice de celui-ci. Culture se générant contre la modernité, aussi bien une modernité sans doute révérée pour ses audaces, mais dont on se gardera d'adopter tous les principes. L'épuisement du mouvement moderne de l'art, à compter des années 40 et 50, a bientôt pour effet le développement d'une considération négative exercée de manière virulente contre la modernité. La postmodernité vient de cette négation. Enregistrée d'abord comme en architecture, en réaction contre la sécheresse, la dépersonnalisation du style international et apôtre du tandem béton-verre, la pulsion postmoderne rencontre bientôt un écho général, en même temps que le déconstructivisme. C'est le petit monsieur Derrida de Rissorangis qui dit « Et si on regardait toutes ces constructions modernes et on cherchait à savoir comment elles se sont faites ?» Conclusion de Paul Ardenne, si la modernité à minima peut être définie par la culture du risque, quand on est moderne, on risque quelque chose, le postmoderne
supposerait le deuil de ce risque. On va continuer à avoir des audaces, on va continuer à faire des choses nouvelles, mais ce n'est pas seulement au nom de ça qu'on va le faire. Deuil du risque, entendons-nous bien, de tout risque quel qu'il soit, qu'on le comprenne comme le nouveau à tout prix, comme la quête, comme l'utopie. Pour l'artiste de l'âge contemporain, en effet, le risque semble une très vieille histoire. C'est plus risquer son style, son énergie, son originalité qui est au cœur de la question contemporaine. On avait déjà depuis 2 épisodes perdu l'auteur, on est en train de perdre l'idée de nouveauté. Voilà de l'architecture qu'on pourra appeler postmoderne, que je ne développerai pas, il nous faudra plusieurs confinements pour qu'on aborde les années 70. Scarpa a fait ce cimetière à Venise, qui est une merveille de jeux de citation, de jeux de vieilles colonnades, de découpes bétonnées, de formes, et ce qui est considéré comme un des sommets du postmoderne. On est en 1970, il s'appelle Charles Moore. Voilà une place devant des bâtiments redoutablement américains. Voilà un jeu de citations, de presque kitsch, de citations colorées et bien lourdes, voilà, qu'on va retrouver dans des tas de villes nouvelles, puisque ces années 70, c'est aussi le temps des villes nouvelles. À Cergy, à Évry, on a un système de structure avec le béton apparent qui a l'air presque inutile. On pourrait voir que le postmoderne, c'est aussi ce livre de Rem Koolhaas. On peut, si vous le connaissez, Ricardo Bofill, l'architecte à la mode des années 70, c'est le postmoderne dans toute sa splendeur jusqu'à sa stupidité, pourrait-on dire, parce qu'on a quelque chose qui est une construction invraisemblablement écrasante. Et le sommet, ce musée Groninger en Hollande des années 90. Mon petit épilogue, c'est de vous emmener en balade. On a dit architecture moderne formelle. La voici à Viry-Châtillon, en béton. À Corbeil, la MJC, avec notre Fernand Léger, qui était mort quand on a utilisé son motif de mosaïque, mais toute une tradition de gauche de faire de l'art public pour que tous les enfants, tous les habitants puissent le voir et avoir accès à l'art. Une architecture de forme encore, avec la préfecture d'Évreux. Je suis évrocentré, hein, n'ayez pas peur. Voilà, tout ce jeu de forme et de jeu avec le béton, avec la trace du béton. Notre deuxième chapitre, la voici en découpe de plus loin. Notre jeu de collage, il se retrouve chez Siriani au bout du canal, à Courcouronnes, c'est-à-dire un jeu de façade qui est tellement en train de vibrer qu'on ne sait pas ce qui est devant et ce qui est derrière. Même si ce n'est pas à Courcouronnes, on reconnaît ce jeu de décalage et de motifs dans le béton, d'essayer de copier, de rythmer un peu ce que cherchait à dire Virio, c'est-à-dire on reste dans le béton, dans le préconstruit, et on essaye de faire évoluer cette modernité formelle vers un effet d'ambiance par ces décrochements qui restent présents dans cette multiplication des pyramides. Poteaux, poutres permet de structurer plein de choses. Je peux acheter un appart, un F1, et puis après, plus tard, j'achète le F1 d'à côté, je pète les cloisons et j'ai un F2, un F3, un F4, un F100 000. On a un système de modulation, de préconstruction qui va permettre de créer des situations nouvelles. Voilà. L'essai de la fin de cette modernité, on est dans les années 60-70, dans ce plus grand concours d'histoire de l'architecture au XXe siècle. Et pour ceux qui disent que c'est moche, j'y habite, ça suffit comme ça. Et c'est parce que je trouve ça beau que j'y habite. Oui, je sais. Les merveilleuses photos de mon ami Dominique Planquette, qui était là dans les années 70, qui a eu l'idée de construire, vous voyez, ce principe de franchissement de béton dont parlait Virio, le jeu de couleurs, le jeu de reflets, qui a pris un peu du plomb dans l'aile, maintenant il n'y a plus de miroir, le jeu de circulation, qui fait que les pyramides, on peut les croiser en bus et vous ne les verrez pas en bagnole, parce qu'elles sont pour les habitants plutôt, de sculptures qui sont en mauvais état aussi, tout ça n'existe presque plus. Un jeu de couleurs surtout, c'est-à-dire d'effet d'ambiance qui fait que tu vas identifier l'endroit où tu rentres et où tu vas, voilà, qui fait qu'on peut reconnaître encore l'Euromarché de l'époque. On a quand même un jeu d'une architecture qui n'est plus du tout une barre ni une tour, quand même ce serait bien difficile de le décrire comme tel, de courbe, qui est un peu l'enfant de Grigny. Grigny est avant, à la Grande Borne, et avec quelque chose que n'a pas Grigny, c'est-à-dire les équipements collectifs, dont les écoles intégrées qui sont glissées sous le bâtiment. Il s'agit de fabriquer des situations urbaines dans lesquelles tout le monde va se retrouver. Mon chouchou, il est dans le centre-ville,
Pierre Riboulet a fait ce bâtiment invraisemblable qu'on voit depuis, là je suis sur le parking du centre commercial, un jeu finalement d'une sorte de bar, mais dans lesquels par le décochement du toit, des trouées, des inversions de fenêtres, de couleurs, il va même des petits toits qui sont comme des clins d'œil à l'architecture traditionnelle de pavillon, et avec des traversées piétonnes sur 2 niveaux et voitures sur 2 entrées. C'est un pur chef-d'œuvre qui fait toute la longueur de la rue du cours Blaise Pascal, enfin de l'allée Jacquard, mais qui sur son épaisseur est traversante, c'est-à-dire on a un appartement qui regarde des 2 côtés. Un chef-d'œuvre. Pierre Riboulet est un immense architecte. Celui qui avait fait le Mirail a fabriqué le quartier des Passages à l'arrière, d'un jeu de pliage, de découpage qui est un peu lourd, un peu brutal, mais qui, si vous imaginez un instant qu'il serait une barre toute droite, serait énormément écrasant. Il est un jeu de décalage. Ce jeu de créer des situations urbaines, on le retrouve chez Godin, dont au Bois Sauvage, on peut découvrir ce bâtiment qui est un grand prix d'architecture 82. C'était une merveille. D'un côté, il est en céramique avec des jeux de décalage très géométriques, très formels, on dirait presque de l'architecture des années 30, mais qui, de l'autre côté, sur la voie de bus, a l'air d'une sorte d'entreprise avec des toitures redoutables. Et puis, ce jeu de postmoderne, on le retrouve chez Sarfati, dans le quartier des Épinettes. Une merveille de jeu de citation, en fait. Les mauvaises langues l'appelaient le quincaillier, c'est-à-dire de collage, de jeu, de décalage, de la peinture de route sur le sol. Et encore avant, c'était bien plus chouette. Les éléments de garde-fou étaient jaunes, roses, verts. La merveilleuse photographe Dalée de Sucher en a fait des tas d'éléments. On peut jouer avec des effets de décalage qui vont créer des ambiances nouvelles. Voilà cette idée de dépasser la modernité formelle en cherchant des jeux d'ambiance qui fait qu'à tous les points de vue, vous aurez toujours une photo merveilleuse. Et je vous dis, baladez-vous bien, à demain.